Donc, nous allons démarrer. Alors, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis Muriel Dedonard, responsable du pôle produit. Le pôle produit, c'est le service qui est dédié à concevoir des nouvelles fonctionnalités et à améliorer les interfaces existantes. Alors, nous ne codons pas, ça c'est réservé à notre équipe de développeurs, mais nous choisissons les fonctionnalités à ajouter et nous faisons en sorte qu'elles soient les plus utiles et les plus intuitives possibles. Parce que notre but ultime, c'est de satisfaire nos utilisateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons normalement que des utilisateurs, donc de vous satisfaire, vous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire sur les présentations des nouveautés. Donc, on espère pouvoir faire ça un petit peu plus régulièrement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est sorti au mois de juin, ce mois-ci. Sauf une nouveauté, la première qui sortira au mois de juillet, mais l'ensemble des autres nouveautés présentées sont normalement déjà entre vos mains. Alors, c'est parti, on va démarrer par Sphinx IQ 3. Donc, je précise que cette présentation s'adresse à la fois aux utilisateurs Sphinx Déclic, aux utilisateurs Sphinx IQ 3. Donc, certaines fonctionnalités ne vont peut-être pas être dans votre logiciel, mais la très grande majorité, je dirais 95%, est commune aux deux logiciels. Donc, cette première nouveauté, c'est l'anonymisation. Parce que, comme vous le savez, nous sommes très attachés à la protection des données personnelles. Donc, nous avons voulu mettre en place une fonctionnalité qui permet d'anonymiser toutes les données d'une variable. Alors, je le précise, c'est un service qui permet d'anonymiser, qui est vraiment dans notre infrastructure. Il n'y a aucune donnée qui sort. C'est hébergé au même endroit que vos données habituellement, donc en France, sur nos serveurs à nous. Donc, cette fonctionnalité a bien sûr un intérêt si vous traitez des données personnelles et que vous les masquez. Et nous allons voir ça tout de suite. J'ai oublié de préciser, vous avez deux onglets sur Livestorm. Un chat, donc là vous pouvez dire bonjour comme vous l'avez fait, c'est très sympa, faire des commentaires généraux. Mais si vous avez des questions, allez bien dans l'onglet questions. Et nous avons Christine derrière et Simon qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Et les questions qui auront le plus de votes, eh ben, j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Si j'arrive à en choper quelques-unes au passage, je pourrais peut-être en répondre à certaines en direct. Alors, c'est parti. Je vous montre ça dans Sphinx IQ. Alors, petit souci d'écran, c'est bon. Alors, vous voyez, là, j'ai une enquête très simple qui a été générée par IA. Donc, ce sont des fausses données. Et on voit qu'il y a énormément de données personnelles avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, cartes bancaires, des numéros de sécurité sociale, etc. Donc, je sélectionne ma variable. Je vais dans la partie texte où je retrouve un nouveau bouton qui s'appelle anonymiser. Vous voyez le joli petit fantôme qui est ici. On clique dessus et là, on a une interface qui nous permet de bien choisir la variable que l'on souhaite automatiser. Alors, on me dit, est-ce qu'il est possible d'avoir l'écran de présentation en plus gros? Je crois que vous avez des petites options, des petites flèches qui vous permettent d'agrandir l'écran chez vous pour cacher la partie chat. Mais je pense que Christine va vous expliquer tout ça. Donc, sélectionnez la variable texte à anonymiser. Donc, ici, je suis sur ma variable verbatim. Je peux ou non utiliser le texte de remplacement. Je vous conseille, en tout cas pour essayer la première fois, de ne pas le faire. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment savoir ce que ça fait par défaut. Là, je peux créer la variable à la suite de verbatim. Dans une autre partie, à la fin du questionnaire, je choisis où elle sera mise. Je retiens ma première option. Je clique sur anonymiser et là, l'anonymisation se passe. Donc, comme je vous le disais, tout se passe en interne chez nous. L'anonymisation se fait vraiment comme ça. Et vous allez voir que tous les noms, prénoms vont être remplacés par personne, les numéros par numéro. Donc, vous allez vraiment pouvoir savoir quel type d'élément a été masqué. Si j'avais utilisé ma deuxième option, celle que je vous ai dit de ne pas toucher pour le moment, j'aurais pu mettre des astérisques à l'intérieur et toutes mes données auraient été remplacées par des petites étoiles dans ce cas-là. Donc, l'anonymisation se fait sur mes 500 réponses. On arrive presque au bout. Et je précise que ceci sera disponible dans la version 8.12 de Sphinx IQ qui sera, elle, disponible en mi-juillet, fin juillet. Mi-juillet, normalement. Donc, vous voyez, une nouvelle variable a été créée. Je vais l'agrandir. Et vous voyez que je m'appelle personne, mon email est email. On voit vraiment les types de données qui ont été anonymisées
Est-ce que je vois là? Je vois numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. Donc, vraiment, les types d'éléments ont été reconnus et ont été masqués. Je précise que même si, normalement, ça fonctionne plutôt bien, comme tout service d'anonymisation, on ne peut pas garantir un 100% d'anonymisation. Donc, il faut toujours quand même aller vérifier. Mais on est quand même sur une anonymisation plutôt correcte. Alors ça, bien sûr, ça vous permet à la fois de respecter les obligations du règlement général de protection des données personnelles, mais aussi si vous voulez utiliser nos autres fonctionnalités d'IA qui vous ont été présentées lors de la précédente mise à jour et que vous souhaitez ajouter un garde-fou supplémentaire, vous pouvez anonymiser les données et ensuite appliquer toutes nos fonctionnalités d'IA sur les variables qui ont été anonymisées. Alors, je repasse sur mon DataViv pour ceux qui l'ont reconnu. C'est une présentation DataViv pour vous parler maintenant de l'accessibilité. Alors, comme vous le savez, l'accessibilité, c'est un enjeu majeur parce que le cadre légal s'est renforcé sur cette partie-là. Donc, pour rappel, l'accessibilité, c'est le fait de pouvoir rendre accessible des contenus à toute personne, quelle que soit son aptitude physique ou mentale. Eh bien, donc déjà, on peut le faire parce que c'est bien de rendre accessible à tout le monde, parce que ça fait partie de nos valeurs aussi, parce que ça permet d'avoir des taux de retour améliorés puisqu'on s'adresse à un plus grand nombre de personnes, mais aussi parce que le cadre légal s'est renforcé et que ce ne sont plus que les administrations publiques qui sont concernées maintenant par les amendes, mais aussi les entreprises privées. Et comme ça peut aller jusqu'à 50 000 € d'amende, on a vu que c'était un sujet qui vous concernait énormément. Donc, on a mis toute une démarche en place. Je ne vais pas vous la révéler dans tous les détails parce qu'il y a un webinaire dédié à ce sujet qui aura lieu jeudi prochain. Donc, on se retrouve jeudi prochain et cette fois-ci, ce webinaire aura lieu avec Aurélien Lévy, donc, qui est expert accessibilité, directeur de la société Temesis qui nous a accompagnés pour réaliser l'audit et l'amélioration de notre code. Et aussi, il est le co-rédacteur du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc le fameux RG2A qu'il faut respecter. Donc, vous aurez vraiment quelqu'un à votre disposition, un expert du sujet pour répondre à vos questions. Alors, je viens maintenant au résultat, parce que toute la démarche, tous les conseils vous seront expliqués la semaine prochaine. Sur un questionnaire type, nous sommes à plus de 96% de conformité au RG2A. Et pour le référentiel international, le WCAG, nous sommes à 94% de conformité, ce qui sont des pourcentages de conformité vraiment quand même très bons. Alors, rendez-vous jeudi prochain pour en savoir plus. La suite, on va parler reformulation par IA. Parce que comme vous le savez, nous avons mis en place un bon nombre de fonctionnalités réalisées par IA. Et celle qui est mise en place dans cette nouvelle mise à jour, c'est la reformulation. Alors, je vais vous montrer ça en direct. Je retourne sur ma reformulation qui est ici. Hop. Alors, par exemple, ici, j'ai eu un texte qui est issu du site web du Sphinx, qui est bien rédigé, mais on va essayer de le reformuler quand même. Donc, il suffit de survoler la zone de texte et maintenant, vous allez voir apparaître les boutons que vous connaissez peut-être bien maintenant pour certains, ceux qui utilisent l'IA. Je rappelle que l'accès est gratuit sur un nombre de tokens limité, mais que vous pouvez tous tester l'IA gratuitement. Donc, on peut passer sur ces boutons étoiles. Et là, donc, il y a l'IA qui réfléchit pour me proposer une reformulation. Donc voilà, j'accède directement à ma reformulation. Je peux soit remplacer ce qui m'a été proposé directement, soit réessayer parce que ça ne me plaît pas spécialement, ou soit je peux copier la réponse pour la mettre dans une autre zone de texte si je veux conserver les deux possibilités. On pourrait aussi aller plus loin dans l'IA et se dire que finalement, on veut reformuler ce que l'IA propose. Par exemple, si imaginons, je crée une analyse, je vais croiser ma variable, j'ai croisé vraiment des variables qui ne veulent rien dire, mais c'est pour vous montrer.
Je clique sur ces petites étoiles ici, parce que comme vous le savez, on a mis en place l'interprétation d'analyse dans notre partie analyse. Là, j'interprète. Il est en train de m'interpréter cette analyse. J'aurais dû prendre des variables qui voulaient un petit peu plus dire quelque chose. Hop, je copie dans une zone de texte. Et là, je peux m'amuser à aller reformuler l'interprétation que m'a fait l'IA de cette analyse pour avoir encore une nouvelle proposition. Hop, on la voit, la synthèse, c'est reformulé ici. Alors, je précise aussi que cette petite fenêtre va évoluer pour la prochaine mise à jour. Nous sommes en train d'y travailler. Vous pourrez, dans cette fenêtre-là, modifier la tonalité, lister les points clés, raccourcir, rallonger le texte. On a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur cette partie. J'enregistre et je passe à l'évolution suivante. Alors là-dessus, je ramène un petit peu de contexte. Ceux qui ont vu les nouveautés qui étaient présentes à la dernière mise à jour, nous avons mis en place la codification par IA, codification de verbatim. Donc là, ça vous permet vraiment de transformer un contenu qualitatif en contenu quantitatif pour faire parler vos données. L'idée, c'est vraiment de donner tout votre corpus, toutes les réponses à une question ouverte et que l'IA analyse l'ensemble des verbatims et associe 1 ou 2 ou 3 thèmes à chacun des verbatims. L'IA fait ça toute seule, c'est magique, c'est fait en moins d'1 minute alors que ça prenait plusieurs journées avant. Donc ça, c'est une nouveauté qui est déjà sortie, mais nous allons encore améliorer cette nouveauté parce que certains d'entre vous ont des enquêtes, même beaucoup d'entre vous, ont des enquêtes au fil de l'eau. Donc, ils obtiennent des réponses au fur et à mesure, les enquêtes tournent et on n'a peut-être pas envie de revenir plusieurs fois par jour pour relancer sa codification. Donc, nous avons mis en place l'option de codification continue pour que chaque heure, les nouveaux verbatims qui sont arrivés puissent être codés. Alors, je vous montre ça ici. Alors là, j'ai le résultat d'une codification. Comme vous le voyez, j'obtiens mes catégories, les sous-thèmes et la proportion de personnes qui abordent ce thème. Je vais dans le paramétrage de ma codification. Je me dis même que pour l'exemple, on pourrait peut-être repartir de 0. Allons-y, je repars de 0. Hop. Je supprime tout. Hop, hop. Et je vais recréer un codebook. Là, ce que vous voyez, ce que je suis en train de supprimer, c'est un codebook. Et hop, allez, il va le remplacer. De toute façon, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc, je vais créer un codebook. Le codebook, c'est l'ensemble des catégories, des sous-thèmes. Et je peux définir ou non un intervalle pour le nombre de catégories souhaitées. Si je veux entre 3 et 7 catégories, plus, moins, je vais décider qu'il choisisse lui tout seul. Je crée le codebook. Donc là, il est en train de réfléchir pour pouvoir obtenir les thèmes et les catégories. Vous voyez, c'est très rapide. Et là, je vais pouvoir coder toutes les observations non codées. Donc ça existait déjà depuis la précédente mise à jour. Donc je le montre très rapidement. On lance la codification. Et là, pour chaque verbatim, donc, qui était affiché en haut, il est en train de coder les thèmes associés. Donc on voit ici avoir une vraie salle pour un déjeuner, un vrai espace commun. Il l'a tagué en moment de convivialité, avoir davantage de soutien de la part de la hiérarchie. On voit écouter propositions. On peut ainsi naviguer de verbatim en verbatim pour le voir. Et maintenant, comme je vous le disais, la nouveauté, c'est cette option ici. Je peux aller cocher, activer la codification continue. Et à partir de cette heure-là, donc là, 12 heures, chaque heure, 12 heures, 13 heures, 14 heures, eh bien, tous les nouveaux verbatims qui seront arrivés seront aussi codés avec nos petits croix en face des thèmes. Et là, je vois, c'est parti, c'est en continu. Hop. Je poursuis toujours sur cette nouveauté-là, mais pour vous parler du fait qu'on a différencié les verbatims qui sont codés par IA versus ceux qui sont codés manuellement, pour que vous puissiez voir ceux que vous auriez potentiellement retouchés de ceux qui ont été codés par IA. Alors, je vous montre ça directement. Donc, je repars là aussi dans la même interface que tout à l'heure et je vois que je peux ajouter, je reprends du début, pardon,
Ça a ajouté une nouvelle variable. Le fait de, à chaque fois que vous lancez une codification, ça ajoute une nouvelle variable qui s'appelle par le nom de la variable underscore codification. Donc, je peux la mettre en variable signature ici. On peut mettre n'importe quelle variable en variable signature pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça permet par exemple de savoir que la personne qui a dit ça est une femme de la catégorie socio-professionnelle X, etc., etc. Là, je mets ma variable signature origine codif et je vois que celle-ci a été codée par IA. Si je la remplace, si manuellement je la modifie, si je reviens dessus, je vois qu'elle a été codée finalement manuellement. Ça permet de ne pas retoucher ce qui aurait pu être codé manuellement. Petite nouveauté de ce côté-là aussi. Hop. Pour la suite, je vais passer sur un autre élément, toujours dans la partie analyse, mais cette fois-ci, c'est plus de l'IA. On passe sur les mises en forme conditionnelles. Hop. Alors, vous savez, comme vous le savez, on a plusieurs mises en forme conditionnelles qui nous permettent de modifier l'affichage de nos analyses en fonction de conditions. Nous n'avions pas encore la possibilité, je vais changer d'enquête pour vous montrer ça, de pouvoir masquer des lignes ou des colonnes qui sont vides quand ces lignes et colonnes contiennent des données textuelles. Donc, je vous montre ça dans cette enquête. Alors, voilà. Donc, là, je suis sur une enquête IRC où j'ai, comme vous le voyez, un tableau personnalisé qui me permet d'avoir l'IRC par agence. Donc, imaginons que chaque agence a été évaluée et on peut voir l'IRC de chacun. Donc là, j'ai des lignes vides et j'ai envie de pouvoir masquer ces lignes vides puisqu'ils n'ont pas été évalués. Donc, je ne veux pas voir quand il y a 0 répondant ici. Alors, je mets en place une nouvelle mise en forme conditionnelle. Elles sont ici, dans la partie options, mise en forme conditionnelle. Vous retrouvez toutes celles qui existent déjà. Donc là, il y en a plusieurs qui ont été mises en place. Ça me permet, comme vous l'avez vu, de mettre du rouge, du vert, du gris sur mes colonnes, de mettre en valeur des données. Mais là, celle qu'on a ajoutée lors de cette mise à jour, c'est celle-ci, éléments sans valeur, qui permet aussi de faire tout un tas de modifications d'affichage sur vos données. Donc là, par exemple, on a envie de masquer des lignes qui est masqué. Donc l'ensemble des lignes, donc sur le tableau entier, je veux masquer les lignes qui sont vides. Je clique sur OK. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'effet démo. Je vais reprendre peut-être sur mes lignes. Hop, masquer ces lignes. Ah, ben voilà. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc comme ça dans une démo, sinon ce n'est pas une vraie démo. Donc, vous voyez, toutes celles qui étaient vides n'apparaissent plus et je peux les voir. Je n'ai pas mis d'exemple où j'avais un 0, mais on verrait que, par exemple, si j'avais un IRC à 0, je le verrais quand même. C'est vraiment quand la cellule est vide que le résultat est masqué. Je repars sur mon autre enquête pour vous montrer... oui, je vais repartir sur l'autre. Pour vous montrer ce qu'on a fait au niveau des filtres de vue. Hop. Alors, je vais l'enlever comme ça. Vous allez pouvoir... On part de 0. Donc, comme vous le savez, on peut glisser toutes les variables qui sont là en haut de notre vue pour pouvoir filtrer le résultat des analyses. Donc ici, pour pouvoir filtrer, là je filtre par année, hop, ça filtre mes résultats en fonction de ce que j'ai appliqué ici. Alors parfois, on a envie de partager ces résultats, mais on n'a pas envie de partager une version agrégée. Par exemple, quand on est sur une enquête qui contient plusieurs vagues, vague 1, vague 2, vague 3, j'ai envie de partager ma vue, mais que sur les résultats de la dernière vague, tout en permettant à la personne qui consulte ces données de finalement changer le filtre que j'ai appliqué. Mais si j'ai envie de mettre par défaut un filtre, je peux le faire. Donc là, sur année, je suis sur mon filtre. Ici, je vois que j'ai des options sur ce filtre.
que je n'ai plus comme je voulais. Pardon, c'est parce que c'est sur une fermée qu'il faut que je fasse. Je n'étais pas sur la bonne variable. Hop, sur mon filtre là, que je peux présenter comme je le souhaite, soit sous forme de bouton, liste déroulante, ça vous connaissez sûrement le principe. Je peux cliquer maintenant sur cette nouvelle option, valeur sélectionnée par défaut, qui me permet de sélectionner la dernière année. Bon, j'aurais dû mettre à jour mes données parce que ça fait un petit moment qu'on n'est plus en 2020, mais je le mets sur ma dernière année disponible pour pouvoir partager ça. Donc, côté édition, ça ne modifie pas vos résultats cette fois-ci, parce que le but, c'est que vous puissiez continuer à travailler. Si vous voulez travailler avec votre version agrégée, c'est tout à fait possible. Mais par contre, quand vous partagez la vue, donc là, je vais la partager, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Alors, là-dessus, vous voyez que par défaut, c'est mon année 2020 qui est appliquée et j'ai tout le loisir de changer le filtre qui a été appliqué par défaut. C'est plus, voyons si je me mets ici. Pardon. Hop, sur l'année 2020, il était là. Voilà, pour cette nouveauté-là, on va passer à la suivante. Sur le, là, c'est une petite option qu'on a ajoutée pour les nuages de mots communs. Alors, ceux qui utilisent cette fonctionnalité, vous savez, elle est bien pratique. On peut générer des nuages de mots. Donc, je le montre, c'est dans Analyse textuelle et sémantique. Vous pouvez générer des nuages de mots-clés simples, hein, des nuages des expressions, mais aussi des nuages de mots-clés par contexte, qui nous permettent de ventiler nos résultats par contexte. Donc, par exemple, si je veux analyser, je voulais le faire sur mon autre enquête, pardon, qui sera plus parlante. J'y reviens sur mon enquête IRC. Hop. Voilà, comme ça j'ai un meilleur exemple. Donc, je vais repartir de zéro pour refaire ce que je viens d'avoir ici, sous vos yeux. Donc, analyse textuelle et sémantique, mots-clés par contexte. Je voulais analyser pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, je n'ai plus ma bonne variable. Je suis partie dans la mauvaise direction, donc je vais revenir là. Je suis désolée. J'ai un petit loupé de mon côté. C'est la raison de la note. Pourquoi je ne vois pas la raison de la note? Je pense que je ne suis pas sur la bonne fonctionnalité. J'ai un petit trou dans mon esprit. Si quelqu'un peut m'aider sur le chat, je ne sais plus pourquoi je ne retrouve pas. Donc, j'ai ma raison de la note. Donc, en fait, quand j'ai généré mes mots-clés par contexte, tout de suite, l'ensemble de ces mots-clés a été généré et je vois les détracteurs qui ont ces mots-clés-là. Les mots les plus spécifiques des détracteurs sont ceux-ci, des neutres sont ceux-là, des promoteurs sont ces derniers-là. On a ajouté une option sur le nuage de mots communs, ici, qui sera coché par défaut sur toute analyse que vous allez générer, qui vous permettent d'afficher les mots qui sont non spécifiques d'aucun contexte. Parce que là, par exemple, ce mot conseiller, vous le retrouvez aussi chez les promoteurs. Donc, je veux voir vraiment ceux qui ne sont pas spécifiques de celui-ci. Je n'ai pas cliqué dessus. Je ne vais pas les mettre. Voilà. Et donc là, je vois ceux qui sont vraiment non spécifiques d'aucun contexte, que je retrouve dans aucun autre nuage. Une petite option supplémentaire. Je retourne sur mon enquête qui vous permet de voir l'ensemble des nouveautés. Pour vous dire qu'on a optimisé les performances d'affichage des vues DataVive. Alors, parce que parfois, quand vous avez vraiment par exemple des tableaux personnalisés complexes ou énormément de données ou différentes choses sur vos vues, vous aviez peut-être un petit retard d'affichage. Donc, on a fait en sorte que l'affichage soit le plus rapide possible. Donc, sur certaines vues d'analyse, on a pu diviser les temps d'affichage par 3. Donc là, je n'ai rien à vous montrer visuellement, mais il faudra aller tester par vous-même. Autre nouveauté, mais cette fois-ci dans le reporting. Donc ça, c'est une partie que les utilisateurs de Sphinx Déclic ne connaissent pas, mais ça va peut-être vous intéresser. Je ne suis toujours pas sur la bonne enquête pour bien vous le montrer. Donc, on va aller sur une enquête de tourisme.
Alors là, imaginons que vous avez une enquête justement sur le tourisme qui s'adresse par exemple à un hôtel qui voudrait évaluer la satisfaction de ses usagers lors de leur séjour. Donc, généralement, comme on le sait, dans le tourisme, les périodes sont plutôt calculées du samedi au samedi, où vous avez des périodes où peut-être chaque week-end, c'est vraiment la période qui vous intéresse. Donc, vous avez envie de filtrer vos résultats d'analyse en fonction de cette période. C'était possible jusqu'à présent, mais il fallait utiliser variables calculées, ce n'était pas très facile. Donc, on a fait en sorte de rendre cela beaucoup plus facile en ajoutant cette fonctionnalité qui s'appelle filtre période. Donc, je peux cocher ou décocher. Je mets une date de début, qui est généralement ma variable date d'arrivée, une date de fin, qui est date de départ. Je précise que ça peut très bien être la même variable dans les deux, qui est choisie dans les deux champs, dans les deux listes déroulantes qui s'affichent pour partir sur la même date, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est activé, hop, on va pouvoir voir qu'on va aller pouvoir filtrer selon la période. Mon ordinateur qui bloque un peu. Ah si, c'est bon. Donc du coup, je l'ai affiché plein de fois. Hop. Donc là, j'étais sur mon action. Il n'est pas content. Je repars. J'ai trop cliqué, j'étais trop pressée. Hop. On repart. Voilà. On y est. Donc là, j'ai une vue avec des résultats sur mon enquête de tourisme. Et je vois que j'ai ce nouveau filtre période qui me permet, comme je vous le disais, de sélectionner la période de mon choix. Donc, comme on l'avait dit, du samedi au samedi, donc je vais prendre du 14 au 21 juin. Et je vais voir que l'ensemble de mes résultats ont été filtrés sur cette période. Voilà pour celle-ci. Et là, je vais passer toujours dans le reporting, juste pour vous dire qu'on a mis en place une petite amélioration au niveau sécurité. Si vous utilisez la nouvelle authentification Sphinx, qui est celle-ci, qui permet au destinataire du rapport lui-même de définir son mot de passe, eh bien, le renouvellement de ce mot de passe sera exigé tous les 6 mois. Ça, c'est pour respecter des problématiques de sécurité. Donc, je sais que parfois, ça embête un petit peu les utilisateurs, mais c'est pour plus de sécurité. Donc, on a mis ça en place sur nos différents serveurs. Pour ceux aussi qui utilisent l'application Sphinx Reporting, alors vous avez cette option-là qui est disponible pour ceux qui l'ont activée sur le compte. On a une application Sphinx Report qui permet de consulter ses résultats d'analyse dans sa poche, puisque c'est sur mobile, et de recevoir des notifications qui auront été définies à partir d'un certain paramétrage. Par exemple, à chaque fois que vous avez une note NPS inférieure à 6, eh bien, il y a une notification qui peut popper sur votre application. Donc, cette application, elle existe déjà depuis un petit moment, mais ce que l'on a fait, c'est de revoir la liste des rapports qui est présentée à l'intérieur et la possibilité de pouvoir supprimer un rapport. Alors, comme je ne vais pas vous montrer mon téléphone comme ça ne serait pas très, très lisible, on vous a préparé une petite vidéo. Hop, qui est cachée. Je vais la retrouver peut-être sur mon autre écran. Hop. Voilà. Hop. Et je vais la lancer. Elle ne se lance pas sur le bon écran, je suis désolée. Hop, ça arrive. Alors, je repars du début. Je précise qu'on a une vidéo qui présente l'ensemble de l'application pour ceux qui ne la connaissent pas. Comme ça vous permet de voir à quoi elle ressemble. Et la nouveauté est vers la fin. Donc, c'est une application qui vous permet, quand vous cliquez dessus, d'aller consulter un rapport créé dans le reporting. Donc là, j'ai mes différents rapports. Je clique sur un rapport. J'accède à ce rapport. Là, je vois tous mes indicateurs. Hop. Je peux passer d'une page à l'autre si j'ai plusieurs pages d'indicateurs. Je vois ma petite notification qui pop, comme je vous l'avais dit. Un détracteur a laissé un commentaire.
Et vous allez voir, donc là, c'est la nouveauté de cette mise à jour. On a revu la mise en forme de cette page et vous pouvez faire de la sélection multiple pour pouvoir aller supprimer plusieurs rapports, ce qui n'était pas encore possible jusque-là. Hop, et voilà, ils ont disparu. Voilà, pour ceci, si vous avez besoin d'y passer plus de temps, on peut vous renvoyer la vidéo ou un commercial peut vous présenter tout ça plus en détail, mais en tout cas, vous avez un aperçu de la nouveauté ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, sur les comptes collaboratifs. Donc, si vous êtes sur un compte collaboratif, donc petite précision là-dessus, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur un compte. Ça s'appelle le compte collaboratif, ce qui permet à chacun d'avoir un accès différencié, d'avoir une traçabilité de qui a fait quoi sur le compte. Donc, ça, c'est sorti déjà il y a un petit moment. On n'avait pas encore le suivi des consommations et des crédits disponibles pour les administrateurs pour ces comptes-là. C'est désormais chose faite. Un administrateur peut bien suivre les crédits et consommations des comptes collaboratifs. Donc là, c'était une précision là-dessus. Alors, autre grande nouveauté de cette mise à jour, je reviens là où je devrais être. Hop, ben non, ce n'est pas la bonne enquête, décidément. Hop, celle-ci. Donc, l'autre nouveauté, c'est Zapier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Zapier. Donc, Zapier, c'est un outil en ligne qui permet d'automatiser des workflows. Donc là, j'ai mis plein de mots compliqués. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, entre différentes applications. Donc, ça permet de connecter plus de 5000 applications à Sphinx, du coup, et à d'autres applications, évidemment. Et surtout sans une ligne de code. Parce que souvent, on reçoit des demandes en disant « Ah, j'aimerais par exemple qu'à chaque fois que j'ai un nouveau contact dans Salesforce, eh bien, il soit ajouté en tant que destinataire dans Sphinx. » On dit « Bien sûr, c'est possible, voici notre API. » Mais en face de nous, on n'a pas toujours des gens qui peuvent se débrouiller avec ces API parce qu'il faut quand même avoir des compétences techniques pour pouvoir les utiliser. Donc là, n'importe qui avec Zapier va pouvoir être capable de faire ça parce que Zapier est là pour faire le lien entre les deux. Donc Zapier, ce n'est pas nous qui l'avons conçu, hein, c'est un outil qui existe, qui est disponible en ligne ici, qui permet de connecter entre elles beaucoup d'applications. Donc, je vous montre concrètement. Donc, on a ce qu'on appelle des zaps. Un zap, c'est un... Je cherche le mot français pour workflow, mais je ne l'ai plus. Donc, ça permet de connecter comme ça plusieurs tâches répétées. Et vous avez à la base un déclencheur, donc quelque chose qui va déclencher l'action, et en réponse, une action. Donc, concrètement, par exemple, si je vais aller en créer un, j'ai envie, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez là, il y a un aperçu des... Oh, je vous ai dit 5000, mais il y en a plus de 7000 en fait. Des plus de 7000 applications, vous en avez vraiment beaucoup. Donc, par exemple, je vous parlais de Salesforce. Donc, j'ai envie que quand dans Salesforce, bon, c'est en anglais, il faut travailler un petit peu l'anglais. Quand dans Salesforce, j'ai un nouveau contact, et bien peut-être que j'ai envie qu'il se passe quelque chose dans Sphinx. Hop. Par exemple, que chez moi, ça me crée une nouvelle réponse ou un nouveau contact. Donc, disons par exemple un nouveau contact dans ma liste de destinataires d'un emailing. Après, je sélectionne le compte lié. Après, dans la configuration, je pourrais bien sûr choisir quelle enquête, quelle campagne, etc. Mais je n'ai qu'à faire ça. Il n'y a vraiment aucune autre ligne de code à faire et je peux tout de suite avoir les données de Salesforce qui vont rentrer dans Sphinx ou inversement. Donc, on vous a concocté plusieurs exemples pour que vous ayez un peu un aperçu. Par exemple, celui-ci, envoie notification Teams. Alors ici, dès que j'ai une nouvelle réponse dans Sphinx, eh bien, j'ai une notification Teams qui apparaît. Je vous montre ça. Je l'ai ici. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une ligne dans Sphinx. Elle vient... Bon, je vais zoomer un peu. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. J'ai une nouvelle ligne dans mon tableur de données Sphinx. Elle vient d'apparaître, une nouvelle réponse à une enquête. Comme j'ai mis en place le workflow que je viens de vous présenter, eh bien, vous voyez que Amine, qui est dans mon équipe,
c'est comme si Amine avait dit eh bien, il y a une alerte à satisfaction, ça pop dans notre Teams commun et on peut tout de suite aller voir via la clé de saisie ou tout ce qu'on aurait pu rappeler, parce qu'on peut rappeler vraiment toutes les variables que l'on souhaite. Eh bien, on peut aller réagir à ce commentaire. Autre idée, par exemple, j'ai un nouvel avis Google qui vient d'être publié sur ma page et je veux pouvoir faire en sorte que cet avis s'ajoute dans mes données Sphinx. Donc, l'avis vient de Google et tout de suite, il est ajouté en tant que nouvelle ligne. Ça me permet d'utiliser toute la puissance de DataViv sur mes données textuelles, de pouvoir faire par exemple la codification par IA dont on a parlé tout à l'heure, des nuages de mots, toutes sortes d'analyses qu'on pourrait imaginer et de pouvoir les traiter ainsi. Je vous en ai parlé aussi, on peut l'imaginer par... j'ai un petit raté sur ma présentation. Sur un CRM, je suis bien... Oui. Par exemple, là, c'est le CRM HubSpot. Donc, dans HubSpot, j'ai une nouvelle ligne qui vient de s'ajouter, j'ai un nouveau contact. Eh bien, ça me l'ajoute en tant que destinataire dans mon emailing. Donc, ça permet vraiment de connecter, que les données passent d'une application à l'autre. Sur cette partie-là, je pense que je suis allée au bout sur Zapier. Alors, on va enregistrer les changements. Hop, je vais enlever mon zoom. La dernière partie, cette fois-ci, elle concerne plutôt les utilisateurs de Sphinx Déclic, puisqu'on a vu des choses qui étaient spécifiques à Sphinx IQ, donc chacun son tour, il n'y a pas de raison. Donc, comme vous le savez, les utilisateurs de Sphinx Déclic et Sphinx Campus bénéficient d'une nouvelle version de leur logiciel depuis quelques mois maintenant, que je vais vous montrer ici. Donc, ils ont toujours accès, vous avez toujours accès à l'ancienne version, mais si vous cliquez sur le petit bouton ici, vous avez accès à la nouvelle version. Donc, cette nouvelle version, quand elle est sortie il y a quelques mois, elle ne reprenait pas encore l'ensemble des fonctionnalités qu'on trouve dans la version actuelle. Mais là, on a vraiment ajouté un grand nombre de fonctionnalités, ce qui fait que vous êtes pratiquement au même périmètre fonctionnel sur l'ancienne et la nouvelle. Et vous pouvez l'utiliser vraiment sereinement, parce que ce qui vous manque maintenant, c'est par exemple, vous n'avez pas la boutique pour acheter des crédits email et SMS dans cette version, mais finalement, il suffit de retourner dans l'ancienne et vous l'avez. Donc, ce qui a été ajouté ici, il y a eu peut-être quelques petites modifications sur la vision liste, des nouveaux tris qui ont été ajoutés ici, mais surtout, on va pouvoir voir les modifications dans la page résumée où on a repris les statistiques existantes dans l'ancienne enquête, qui était dans l'ancienne version. Je fais une petite précision pour les utilisateurs de Sphinx IQ et Sphinx Online. Eh bien, ne partez pas en vous disant on n'est pas concerné, parce que tout ce que vous voyez là, vous allez bientôt pouvoir en bénéficier, parce qu'on est en train aussi de vous concocter une nouvelle version de Sphinx Online. On a ajouté les fichiers complémentaires, le suivi des saisies, la gestion des liens. Donc, je ne vais pas le reprendre en détail parce que ce sont des fonctionnalités qui existent dans la version actuelle, mais c'est juste pour vous dire, allez regarder parce que vous allez trouver des nouvelles choses. Je précise aussi que dans la partie données, on a rajouté la qualité de l'échantillon, la consultation 1 à 1, c'est nouveau aussi. On a revu l'emplacement des strates pour pouvoir mieux trier, l'avoir au même emplacement sur toutes nos interfaces. Dans la partie diffusion, on a revu les flots de diffusion. Je pense que je n'ai pas encore de diffusion là, donc là, je peux basculer. On a revu le processus pour aller créer un envoi et pour essayer de faire en sorte que ça soit encore plus intuitif. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de fonctionnalités qui sont listées dans la release note. Si jamais la release note, vous ne savez pas où la trouver, on va aller dans l'ancienne version. Enfin, dans la nouvelle, elle est ici. Il suffit de cliquer sur cette version-là. Et dans l'ancienne, vous la retrouvez, que vous soyez sur Sphinx Déclic ou Sphinx Online ici. Et vous pouvez aller consulter l'ensemble des nouveautés qui sont précisées à cet endroit-là. Et vous allez retrouver du coup tout ce que je vous ai dit ici, mais comme je suis passée un peu vite, vous pourrez aller voir dans le détail. Je précise aussi que ceux qui utilisent l'API de cette nouvelle version a été enrichie. Vous pouvez désormais utiliser toute la partie diffusion sur cette partie-là.
Alors, j'arrive au bout. J'arrive au bout des présentations. Je crois qu'il y a pas mal de questions. Alors, je vais pouvoir aller regarder et on va prendre un petit temps pour y répondre si je suis en mesure de le faire. Alors, je vais trier par vote. Et il y a Christine qui me rejoint, je crois. Christine, viens avec nous. Bonjour à tous. On a 2 questions où je voulais qu'on y réponde directement en ligne. Je te laisse voir, il y en a une pour Zapier et une sur les filtres par défaut, notamment. Alors, à l'inverse, avec Zapier, est-il possible de récupérer des données de Sphinx dans Salesforce ? Bien sûr, on peut mettre les flows dans le sens qu'on veut, donc c'est tout à fait possible. Du coup, au lieu de mettre Sphinx en haut et Salesforce en bas, vous faites l'inverse et vous voyez les actions qui sont possibles, les déclencheurs qui sont possibles pour celui d'en haut et les actions qui sont possibles pour celui d'en bas, mais c'est tout à fait possible. L'autre ? Alors, pour les filtres par défaut, est-il possible qu'ils s'adaptent automatiquement à la dernière valeur entrée ? Donc par exemple, vous voudriez que chaque année, vous n'ayez pas besoin de resélectionner la modalité par défaut et que ça se mette automatiquement sur la dernière, j'imagine. Eh bien, ce n'est pas encore possible. On l'a bien sûr imaginé. Je pense que ça fera partie des évolutions futures, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors, je vais aller sur celles qui ont plus de votes, peut-être, où il y a déjà eu des réponses. Ou si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a eu beaucoup de votes sur la question qui demandait oui, est-ce que l'anonymisation est réversible ? Alors, le principe sur lequel on est parti, c'est vraiment de se dire on n'écrase pas les données. Alors, vous avez vu, il n'y a aucune fonctionnalité qui permet de remplacer les données de la variable. Ça crée forcément une autre variable. Donc après, charge à vous de conserver la variable d'origine, puisque c'est celle qui contient les vraies données. Mais on part vraiment sur ce principe-là, comme ça, vous gardez l'intégrité de vos données, les données de base dans votre variable d'origine, et vous avez la variable à côté, anonymisée, sur laquelle vous pouvez travailler. Alors, la fonctionnalité, l'IA fonctionne sur DataViv et sur IQ3. Alors oui, l'IA fonctionne au sein d'IQ3, dans la partie analyse. Donc, notre partie analyse, c'est ce qu'on appelle DataViv. Fonctionne dans DataViv by Sphinx, dans Sphinx Déclic, dans Sphinx Online, dans Sphinx IQ. Elle fonctionne partout. On peut peut-être revenir sur l'analyse de verbatim aussi. Vous aviez des questions sur la codification par IA. Merci Christine. Est-ce à nous de définir les thèmes de l'analyse de verbatim ? Où l'IA nous propose directement un plan de codification. Alors, je ne sais pas à quel moment est intervenue cette question, mais normalement, vous avez dû voir qu'effectivement, j'ai réinitialisé toute ma codification, parce qu'au début, j'ai ouvert la codification, mon plan de code était déjà là, mais je peux très bien le générer par IA. Donc, si vous reprenez cette vidéo, vous allez voir, j'ai tout supprimé, et hop, j'ai généré par IA ce plan de code, donc le codebook. Il a été généré par IA et la codification aussi. À l'inverse, si je veux utiliser mon propre codebook, je peux très bien aussi l'ajouter dans l'interface et faire codifier par l'IA mes verbatims. Et point important, vous gardez bien la main à chaque fois sur tout ce qui est proposé par l'IA. Voilà. Oui. C'est un vrai parti pris dans nos solutions. Tout à fait. Et j'en profite pour préciser que seules les données de la variable que vous avez choisie sont envoyées à l'IA. Les données à côté ne sont pas envoyées du tout. On avait une question, est-ce que l'on peut se servir de cette fonction sur les anciennes enquêtes? Mais effectivement, on ne sait pas de quelle fonction. Sur les enquêtes qui sont déjà présentes sur un compte, par exemple. Les fonctions d'IA, c'était? Oui, voilà. Oui, bien sûr, aucun souci. C'est présent pour anciennes et nouvelles enquêtes. Ça, on a répondu. Alors, sommes-nous bien d'accord que l'utilisation de l'IA n'utilise pas nos données pour entraîner le modèle? Eh bien non, c'est vraiment le parti pris qu'on a choisi aussi. Il n'y a pas d'entraînement de modèle avec vos données, ça c'est sûr. Et on précise que, comme si vous le savez peut-être ou peut-être pas, vous avez le choix entre OpenAI ou Mistral. Et si vous partez sur Mistral, il y a une option supplémentaire qui s'appelle le zéro data rétention, qui fait que vos données ne sont pas stockées du tout. On a une question du côté. Question de dernière minute, peut-être celle-ci.
Zapier et Excel, eh bien, je sais qu'il y a le lien entre le Excel en ligne. Vous savez, le Microsoft, il s'appelle Excel aussi. Oui, enfin, en tout cas, sur votre Drive, oui, voilà, merci Christine, c'est bon. Donc, vous pouvez bien sûr connecter les deux, mais vous allez voir, si je reprends, hop, ici, je peux aller voir toutes les applications qu'il y a. Hop, Explore Apps. Il y en a vraiment beaucoup. Bah, vous l'avez. Non, c'est Google Sheets celui-là, mais il y en a un paquet. Vous avez Outlook aussi, Stripe pour ceux qui connaissent, Google Doc, YouTube, on peut tout imaginer. Excel. Microsoft Excel, oui. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça pour Microsoft. Hop, Microsoft, il y en a beaucoup finalement en micro. Et on a tous les Microsoft qui existent, je pense, ici, qu'on peut connecter sans souci. Est-ce qu'on a une nouvelle question? Est-ce que vous recevez le replay? Mais bien sûr, avec plaisir. Une documentation détaillée qui explique la nouvelle fonctionnalité sur l'authentification. Je crois bien qu'elle existe. Et on vous l'enverra si c'est le cas. Et si elle n'existe pas, on la fera. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Oui, le support aussi, je vous enverrai le lien. Donc, c'est une vue DataViv. Donc, vous aurez le lien sur la vue DataViv. Ce n'est pas un PowerPoint. Est-ce qu'il y a une intégration? Qu'est-ce que c'est N8N? Je ne connais pas. Vous voulez savoir avec Zapier s'il y a ce... Non, je ne pense pas. Et je pense qu'il y a des logiciels open source forcément dans Zapier, mais pas celui-ci. On avait une question RGPD par rapport à Zapier. Voilà, est-ce que les données passent par Zapier ou restent seulement entre Sphinx et la cible Alors, Zapier, c'est un tuyau, donc ça permet de passer entre les deux, mais il est conforme RGPD. Donc, c'est dans sa déclaration à lui, et il s'engage à être conforme à RGPD. Donc, normalement, la conformité... C'est conforme, mais en effet, les données passent bien par le tiers Zapier. Elles passent par le tuyau. Voilà. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, un grand merci à tous. Et je crois qu'il y aura une enquête de satisfaction, donc n'hésitez pas à y répondre et surtout à nous suggérer des nouvelles idées, à nous dire si ce format vous intéresse, s'il faut qu'on le renouvelle à chaque mise à jour ou pas. Voilà, donc nous sommes à votre écoute et si vous avez aussi des suggestions, des idées d'amélioration, nous sommes là pour vous écouter. Et en espérant toujours plus vous apporter de satisfaction dans votre utilisation des logiciels Sphinx. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous.